Monsieur Philippe Delarbre, bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, donc l'invitation de l'association France Bonapartiste, en plein cœur de la capitale française, en cette maison de la vie associative et citoyenne du 15e arrondissement de Paris. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, vous avez été assistant réalisateur sur une vingtaine de longs métrages et des séries télévisées, membre fondateur des éditions Arfuyennes. Vous avez effectué votre service militaire au sein du 8e régiment d'infanterie à Landau, au grade de sergent. Vous avez effectué également plusieurs séjours au Yémen et en Irak. Vous êtes par ailleurs président de l'association Fraternité France Peshmerga, mais également vice-président de la Fédération des anciens combattants résidant hors de France. Membre de l'Association des écrivains combattants, membre de l'Union nationale des combattants et enfin, membre d'honneur de la 41e section des médaillés militaires. Le 7 mai dernier, nous avons commémoré le 70e anniversaire de la fin des combats à Dien Bien Phu. À cette occasion, une diffusion de votre film a été réalisée à la mairie même de ce 15e arrondissement, en présence de nombreux élus, de différents représentants d'associations, dont France Bonapartiste y a été convié, mais également en présence de son Altesse royale le prince Joachim Murat, descendant direct du maréchal d'Empire. Intitulé Le Sacrifice, Dien Bien Phu 1954, votre film retrace les différentes phases de la bataille de Dien Bien Phu à travers les yeux et la voix du lieutenant Jacques Allaire, affecté au 6e bataillon de parachutistes coloniaux, sous les ordres du commandant, puisqu'il était commandant à l'époque, Marcel Bijard. Et ce film fait revivre les visages de ses camarades, l'héroïsme de leurs actes, leur abnégation alors que tout était perdu. Au cœur des combats, le spectateur revit les derniers jours du 6e bataillon des parachutistes coloniaux peu de temps avant son envol de Hanoï vers Dien Bien Phu, sa résistance héroïque, 56 jours, 56 nuits, face à un ennemi bien plus nombreux que les forces françaises. Puis, les 700 km en tant que prisonnier et la libération des rares survivants, dont le lieutenant Allaire. Cela fait plusieurs années que ce film est diffusé dans de nombreuses villes françaises, dans les grandes écoles militaires, les unités opérationnelles, mais aussi à l'étranger, en votre présence, et suivi d'un débat sur les événements de cette guerre d'Indochine. Monsieur Delarbre, pouvez-vous nous expliquer la manière dont a été tourné votre film Le Sacrifice, Dien Bien Phu 1954, votre rencontre, mais également votre collaboration avec le colonel Jacques Allaire, alors sous-lieutenant, puis lieutenant au moment des faits à Dien Bien Phu? Avant d'aller plus avant de m'exprimer sur le film, j'ai à cœur, Monsieur Christopher Détailleur-Henry, de vous saluer, de saluer les membres de l'association France Bonapartiste, dont vous êtes le président, de saluer ceux qui partagent les objectifs qui sont les vôtres, de primauté de l'État et de son service, de primauté de la souveraineté du peuple, de primauté de la présence et de la marche au monde de notre mère la France, nous ne le dirons jamais assez, mère de tous ceux qui, où qu'ils se trouvent de par le monde, croient en elle et placent en elle toute leur espérance. Cela autour de la figure, de la mémoire, de l'entier et immense héritage du premier consul, de l'empereur Napoléon Bonaparte. Et j'ai à cœur également, Monsieur le Président, de vous adresser mes plus vifs remerciements pour avoir tenu à commémorer les 70 ans de la bataille de Dien Bien Phu et tenu à accorder, dans le cadre de cette commémoration, une place centrale au film Le Sacrifice Dien Bien Phu 1954. Film dont l'objet premier, l'objet essentiel, est d'honorer les soldats de l'Union française morts à Dien Bien Phu pour le Vietnam, pour l'Indochine, pour la France, au nom de l'idée de liberté qu'elle incarne et porte au monde. Mais un film dont l'objet aussi est d'évoquer une guerre, la guerre d'Indochine,
Une guerre qui jamais ne s'est achevée. Une guerre qui, 70 ans plus tard, dans chacun des 3 pays d'Indochine, Cambodge, Laos, Vietnam, toujours aujourd'hui se poursuit. Du film Le sacrifice Dien Bien Phu 1954, je dirais que né d'une rencontre, il s'est fait dans la passion avec le souci d'être hommage et appel à l'exemple. Une rencontre, celle d'un soldat, le colonel Jacques Allaire. En 1953, le colonel Allaire, après avoir été résistant et soldat de Leclerc, est dans la réserve sous-lieutenant de parachutiste. Passionné par le Vietnam, il contracte un 3e engagement et est affecté au 6e bataillon de parachutistes coloniaux, le bataillon Bijard. Le 16 mars 1954, il est pour la seconde fois, après l'opération Castor du 20 novembre 1953, parachuté avec le 6 sur Dien Bien Phu. Né d'une rencontre, ce film s'est fait dans la passion. Passion avant tout du colonel Allaire. Je considère ce film comme une mission, m'a-t-il lancé peu avant le tournage. Et en hommage à ses camarades disparus, il n'y a jamais manqué. Passion de toute une équipe, chef opérateur, ingénieur du son, chef monteur, une équipe habituée à travailler d'ordinaire sur des sujets de fiction qui, transplantés dans des conditions plus que précaires, dans la crypte du mémorial de Fréjus, est soudain confronté à la guerre, s'est, à ma grande surprise, investi corps et âme dans le sujet. Passion, une fois le film achevé, de la grande famille parachutiste, Union nationale des parachutistes, Baguera, Kiosgagne, auxquels se sont jointes l'ANAPI, l'Association nationale des anciens prisonniers d'Indochine, Secours de France, la FACS, la Fédération des anciens combattants résidant hors de France, l'UNC, l'Union nationale des combattants, soutient aussi des associations de nos amis vietnamiens, cambodgiens, laotiens, et celui aussi de nos amis, je devrais dire, de nos frères Hmong. Et il eut la passion. Il eut la passion de toutes celles, de tous ceux qui, de France, il eut la passion de toutes celles, de tous ceux qui, amis, venus d'Irak, du Liban, de Pologne, du Kurdistan, d'autres endroits encore, m'ont au soir d'étapes difficiles, tout au long de ce film porté à main nue, offert soutien et encouragement. Oui, il y eut pour ce film, et par ce film, et de façon la plus mystérieuse, une véritable passion. Une passion issue de tous bords, de tous horizons, de toutes opinions. Une passion qui s'est peu à peu tissée, une passion qui s'est pas à pas unie, une passion qui s'est pas à pas rassemblée, pas à pas resserrée, pas à pas cristallisée autour des soldats de Dien Bien Phu, autour des valeurs qu'à jamais ils incarnent et autour de l'exemple qu'à jamais ils représentent. Oui, nous nous sommes passionnés. Oui, nous avons tous pour ce film été des passionnés. Passionnés avec en nous toujours la volonté constante, le désir ardent qu'il soit hommage et appel à l'exemple. Hommage. Hommage aux combattants de Dien Bien Phu, ces combattants qui, au cours de la dernière grande bataille rangée, livrée à ce jour par l'armée française, sans relâche, dans la plus grande dignité et la plus extrême simplicité, ont été héroïques. Oui, hommage aux combattants de Dien Bien Phu, combattants de l'Union française, vietnamiens, africains, algériens, marocains, indiens, Hmong, Thaï, légionnaires, français. Les Vietnamiens, je le rappelle, en plus de leurs propres unités, composaient la moitié des effectifs des unités de légionnaires et de parachutistes. Hommage aux combattants de Dien Bien Phu, 15 000 hommes au total, qui eurent à faire face à 60 000 Viet Minh soutenus par les forces chinoises. Hommage au plus illustre d'entre eux, le commandant Marcel Bijard, dit Bruno. Il est des missions qu'on ne peut refuser, quitte à les faire sur un brancard, déclara-t-il à ses lieutenants du 6e BPC, la veille de sauter sur Dien Bien Phu, le 15 mars 1954. Simple chef de bataillon, il reçut au cours de la bataille le commandement de 3 bataillons, ainsi que la responsabilité des attaques et contre-attaques. Titulaire de 25 citations
dont 15 à l'ordre de l'armée, le général Bijard était l'officier général le plus décoré de l'armée française. Hommage au capitaine Alain Bizard, qui, encerclé, donna l'ordre à ses hommes de remplir des sacs de sable et de s'en faire des gilets pare-balles. À l'aube, le matin de Pâques, à son signal, ils bondirent et, sautant par-dessus les tranchées viettes, rejoignirent les lignes amies. Le général Bizard, grand croix de la Légion d'honneur, était titulaire de 18 citations, dont 7 à l'ordre de l'armée. Hommage au capitaine Jean Luciani, légionnaire au premier BP, héros de la bataille des 5 collines, 4 fois blessé. Le colonel Luciani, grand croix de la Légion d'honneur, était titulaire de 10 citations, de 14 titres de guerre. Hommage au lieutenant Lucien Leboudec, chef de section du 6e BPC, le bataillon Bijard, 5 fois blessé au combat. Le général Leboudec, qui avait commencé sa carrière comme soldat de seconde classe, est très grand croix de la Légion d'honneur, titulaire de 11 citations, dont 6 à l'ordre de l'armée. Hommage au lieutenant Paul Brimbrouck, simple lieutenant d'artillerie, qui, refusant l'ordre d'abandonner sa position, galvanisant ses artilleurs africains, fit mettre ses canons à l'horizontale et anéantit un bataillon viet, sauvant ainsi le 30 mars le camp retranché de Dien Bien Phu. Le lieutenant Brimbrouck fut tué le 13 avril. Ses dernières paroles adressées à ses artilleurs qui avaient tenu à le porter eux-mêmes à l'antenne chirurgicale furent « Espérez, espérez toujours, ne cessez jamais d'espérer. » Il avait 28 ans. Une promotion de Saint-Cyr porte son nom. Hommage au lieutenant Phan Van Phu du 5e bataillon de parachutistes vietnamiens, qui, nommé capitaine à titre exceptionnel, entraîna ses hommes à l'assaut en chantant la Marseillaise. Hommage à l'adjudant-chef Sally Guzik, l'un des maréchaux de la Légion, parachuté sur Dien Bien Phu dans la nuit du 9 au 10 avril 1954. Il marcha au feu pour tenter de dégager Huguette I. L'adjudant-chef Sally Guzik fut en 2002 porteur de la main du capitaine d'Anjou. Il était grand officier de la Légion d'honneur, médaillé militaire, grand officier de l'Ordre du Mérite. Hommage à Geneviève de Galard, qui à jamais sera l'ange de Dien Bien Phu. Hommage aux 4 sergents du 6e BPC, les sergents Rillac, Sautreau, Skorsky, Santenac, et à la 50aine d'autres prisonniers de toutes armes, qui, au prix de souffrances inouïes, parvinrent à s'évader. Hommage au caporal-chef Slimane, tirailleur algérien, ancien de Monte Cassino, qui, après la chute de Gabriel le 15 mars, enfermé dans un abri, continua le combat tout seul avec son fusil mitrailleur. Dans la plaine, on l'entendait tirer, et à 13 heures, soudain, ce fut le silence. Hommage aux prostituées de Dien Bien Phu, vietnamiennes, nord-africaines, qui sur le champ de bataille, sous le feu, vinrent au secours des blessés, aidèrent à les soigner et assistèrent les mourants. Elles furent des soldats, de vrais soldats, dira d'elles le médecin commandant Grovin. Hommage à elles qui furent massacrées. Hommage aux prisonniers Viet Minh, qui dans les derniers moments de la bataille refusèrent de rejoindre leurs lignes et se battirent aux côtés des légionnaires et des parachutistes. Hommage à eux qui furent massacrés. Hommage aux combattants Hmong qui, emmenés par le colonel Sassi, tentèrent une opération de secours. Hommage aux maquis des GCMA, les fameux groupements de commandos mixtes aéroportés, qui, tendus en appât au régiment Viet pour faire diversion lors de l'installation du camp retranché, furent décimés. Hommage aux centaines de volontaires, de toutes armes, de toutes origines, vietnamiens, africains, maghrébins, français, qui en pleine nuit, en pleine bataille, sautèrent en renfort. Hommage encore aux aviateurs, aux cavaliers, aux sapeurs, aux transmetteurs, aux médecins, aux aumôniers, à tant d'autres. Oui, hommage. Hommage aux combattants de Dien Bien Phu. Hommage à eux qui se sont tant battus. Hommage à eux qui sont morts pour tout ce que depuis le fond des âges est et incarne la France et qui ressort de l'âme, qui est du sens, le plus haut de la vie. Hommage, oui, mais aussi, disais-je de la démarche du film de sacrifice, appel à l'exemple. Appel à l'exemple en soulignant, en ces temps indignes,
l'exemple de ces femmes, de ces hommes qui, de tout grade, de toutes origines, de toutes conditions, en 1954, pendant 56 jours et 56 nuits, côte à côte, dans la plus grande fraternité, dans la plus grande abnégation, et jusqu'au bout de leur force, sur faire face et sur montrer au monde entier, la valeur, le bien fondé, la grandeur du combat. Lors de notre première rencontre, il m'en souvient, après évocation de notre fascination commune pour l'Indochine, le colonel Allaire soudain m'a parlé de Dien Bien Phu. Un mot aussitôt m'est venu à l'esprit. Un sentiment aussitôt m'a envahi, celui terrible de solitude. Quelle solitude en effet a dû être et doit être encore celle des combattants de Dien Bien Phu. Solitude des héros, des braves, certes, mais solitude implacable, écrasante, immense et infinie face à l'histoire. Puisse alors ce film porter la voix du colonel Allaire jusqu'à ses camarades restés à jamais là-bas dans cette plaine de Dien Bien Phu. Puisse-t-il leur rendre la terre plus légère et avec toute la tendresse, la rudesse et aussi tout l'hommage qu'il sied à ceux qui consentirent au plus haut sacrifice, leur murmurer « Vous n'êtes plus seul. Non, vous n'êtes plus seul. » Et puisse ce film garder à jamais vivant leur exemple dans nos cœurs et les cœurs de toutes les générations à venir. Merci pour cette mise en introduction passionnante. Vous avez évoqué Dien Bien Phu, vous avez évoqué le colonel Allaire, vous avez évoqué ses camarades, le commandant Bijard. J'ai noté une phrase, une citation de Allaire. « La chance d'un homme est dans ses rencontres. » Cet homme qui était Allaire, quel était cet homme ? Eh bien, écoutez, ça aurait été une grande chance pour moi de rencontrer, de faire la connaissance du colonel Allaire. Elle s'est faite de façon tout à fait étonnante. Sur un quai de gare, celui de la gare d'Austerlitz, le train arrivait de Blois. Un ami m'avait emmené en voiture, m'avait proposé de le déjeuner avec quelqu'un qui, me disait-il, m'intéresserait sûrement puisque il était passionné par le Vietnam. Cet ami est entré en voiture dans l'intérieur de la gare d'Austerlitz et rangé le long de la voie 20, m'assurant que le train de Blois arriverait voie 20. Et effectivement, le train de Blois est arrivé voie 20. Les passagers en sont descendus. Parmi les derniers, un petit homme, canne, chapeau, une serviette sous le bras. Mon ami est descendu de voiture, a ouvert la portière. Mon colonel, la voiture est avancée. Grand éclat de rire du colonel Allaire. Nous sommes allés ensuite déjeuner dans un restaurant, le Paul Bert, rue Paul Bert. Ça ne s'invente pas. Dès que j'ai entendu parler le colonel Allaire, me parler de Dien Bien Phu, du Vietnam, je me suis dit, lui, je ne le laisse pas s'échapper. Il avait une facilité d'élocution, un charisme, une générosité et en même temps un allant, un enthousiasme qui m'ont tout de suite séduit. Du colonel Allaire, je dirais deux choses, deux caractéristiques qui définissent l'énergie qui habitait cet homme. La première, il était surnommé Jean Madeleine. Savez-vous pourquoi ? Il a fait 3 séjours en Indochine. Dès son arrivée, lors du premier séjour, il attrape la malaria. Et à ce moment-là, lui qui avait été dans les rangs de la résistance, qui s'était engagé dans l'armée, qui avait déjà 2 ans de combat derrière lui, eh bien, le corps médical s'est aperçu qu'il était handicapé d'une jambe à 50% en raison d'une poliomyélite contractée à l'âge de 7 ans. Il a demandé à l'officier qui présidait la commission médicale
je vous en prie, ne m'interdisez pas l'armée, lequel officier a inscrit sur son carnet « apte à toutes les armes, sauf l'infanterie ». Il se retrouvait dans une caserne, dans les transmissions, je ne sais plus où. Mais il a tout de suite remarqué qu'on demandait des parachutistes pour l'Indochine. Alors un samedi, il s'est rendu à 12h moins 5 à l'infirmerie, sachant que le médecin serait déjà parti, et il s'est arrangé avec l'infirmier et s'est fait fabriquer un vrai faux certificat médical et il est parti suivre l'entraînement parachutiste. Évidemment, les marches, les courses, ça n'était pas son affaire. Mais il inventait n'importe quel prétexte. Une foulure, un faux mouvement. Il est même allé jusqu'à inventer une invention, mais qu'il avait mise en pratique réellement, d'un clou dans sa chaussure pour pouvoir se montrer à lui-même son aptitude à affronter la douleur. Quoi qu'il en soit, ça a marché. Et il a obtenu son brevet. Il est parti faire un second séjour en Indochine, 47-49, et là, ne me demandez pas comment, il est devenu sergent en compagnie de combat. Il est rentré en 49, il était passionné par les livres. Il était employé chez Gibert, il a monté sa petite librairie, il s'est marié, il avait 3 enfants, mais parallèlement, il poursuivait ses périodes de réserve. Et puis un jour, il a reçu une lettre du ministère de la Défense lui demandant s'il ne voulait pas reprendre un 3e engagement pour l'Indochine avec son grade de sous-lieutenant de réserve. Et là, je me souviens, lorsqu'il m'a parlé, m'a fait état de cette lettre, il m'a dit « Philippe, j'ai honte, mais j'ai déserté mon foyer. Il fallait que je reparte, je ne supportais pas que mes camarades soient là-bas, que moi je n'y sois pas, et il fallait que je retrouve le Vietnam. » Il est donc reparti, et il s'est retrouvé, après une affectation au 5e BPC, lequel était à la fin de son séjour d'engagement de 2 années, il se retrouvait, malgré lui, parce qu'il avait demandé, il ne voulait pas aller au 6e BPC, mais il a été affecté au 6e BPC auprès du commandant Bijard. Deuxième caractéristique du colonel Allaire, il a toujours refusé les permissions en temps de guerre, de peur qu'en son absence, l'un de ses hommes puisse être tué ou blessé. Ces 2 caractéristiques dépeignent, à mon sens, qui était le colonel Allaire, et pour tout cela, c'est quelqu'un que j'ai profondément apprécié et aimé, quelqu'un de différent, qui n'était pas comme les autres. Et sa voix me reste toujours, vraiment encore dans mes oreilles. À la suite de son décès, il m'a été demandé d'écrire un texte sur lui. Le voici. En avril 2022, mon colonel, vous nous quittiez. Ce fut à l'issue de la cérémonie qui, dans la cour des Invalides, vous rendit hommage, un grand froid soudain, une chape épaisse de peine et de plomb. Mais sur le chemin du retour, ceux qui vous avaient croisé, qui avaient marché à vos côtés, qui avaient ressenti l'énergie qui vous habitait, l'élan qui vous projetait en avant de la vie, sûrs, lorsqu'il leur fallut reprendre et soulever le sac si lourd de leurs tâches que votre voix en eux jamais ne s'éteindrait. Votre voix, mon colonel, voix rauque, chaleureuse, émaillée de pointes de raillerie, qui savait si bien à l'instant se durcir, se faire tranchante, qui savait si bien à l'instant, plus encore que d'amitié, se vouloir et donner d'affection, s'attendrir aussi, jusqu'à parfois se briser dans les larmes. Votre voix que, dès l'enfance, frappe le deuil d'une famille bouleversée par la guerre et qu'altère la maladie, mais qui aussitôt se ressaisit, se relève, s'aguerrit dans les maquis de la Sarthe, puis dans les rangs du corps expéditionnaire d'Extrême-Orient. Votre voix qu'à cette époque, mon colonel, le corps médical, sans y diagnostiquer les symptômes naissants du mal jaune, sous prétexte d'une jambe dite plus tard de laine, veut étouffer à tout prix.
voit qui alors regimbe, renacle, par se façonner, se dépasser dans les bataillons parachutistes, qui mûrit au cours de 2 autres séjours en Indochine, qui, rugueuse, meurtrie déjà de tant de cicatrices, de fièvre, de harassements surmontés, avant d'être transpercée d'orage à Dien Bien Phu, se fait d'acier bien trempé, autant qu'ardente de cœur. Voix qui, chevillée à la France, consentant à la mort et acceptant le sacrifice, est celle désormais d'un soldat. Mais votre voix, mon colonel, après l'Indochine, après le drame algérien et plusieurs séjours en Afrique, animé du sentiment que le propre de la mort, fût celle à l'ennemi, n'est pas de donner des droits, mais d'imposer des devoirs à ceux qui encore voient le jour, se refusent au silence. Ainsi décide-t-elle, au pied levé, bien des années plus tard, au hasard d'une rencontre sur un quai de gare, de s'inscrire à jamais dans un film, le sacrifice consacré à la bataille de Dien Bien Phu. Dans la crypte du mémorial de Fréjus, auprès des ombres des camarades dont les noms sont gravés dans la pierre, retrouvant toute vigueur, à nouveau fulgurante, elle s'élance. Votre voix, mon colonel, redevient celle du lieutenant de la section de mortier du 6e BPC, le bataillon Bijard, et faisant à ses accents ressurgir leur visage, elle s'adresse aux hommes de la section comme elle s'adresse aux milliers d'hommes des unités de parachutistes, de légionnaires, d'artilleurs, de cavaliers, de tirailleurs, aux Vietnamiens qui s'y sont engagés, aux prisonniers Viet Minh qui tiennent à rester à leur côté, au prix parfois de la douleur intérieure la plus intense, tantôt s'envolant, tantôt se resserrant, tantôt crépitant, se déchaînant dans l'action, tantôt s'y abîmant, s'y fracturant pour mieux se redresser et reprendre toute force. Elle revit, fait revivre chacune des étapes de la bataille et, pas après pas, jusqu'à la libération, chacune de celles de la marche et de la captivité. Voix, une fois le film achevé, qui, tenacement s'accrochant à la tâche, séduit, captive, émeut lors des projections les auditoires les plus divers, lorsqu'elle traite de la guerre d'Indochine et qu'elle évoque le rôle de l'officier, les aléas de la condition militaire. Voix qui, soudain, se fait grave lorsqu'elle parle de la France. Votre voix, mon colonel, tendue toujours vers le but ultime, l'objet premier de ce film, rendre hommage aux combattants de Dien Bien Phu, appelés sans relâche à suivre leur exemple. Votre voix, mon colonel, qui envers et contre tout refuse le destin accablant, votre voix qui lutte, mais qui dans la lutte s'effrite, s'épuise, qui un jour se fait lasse, se trouble, se voile d'ombre. Votre voix qui doucement, un dimanche soir d'avril, s'éloigne dans les brumes d'au-delà. Puise votre voix, mon colonel, vous qui avez été de cette lignée légendaire de lieutenants et de capitaines qui hissèrent haut les armes et l'honneur de la France, qui tant souffrirent de son corps humilié, résonner en nous et nous tenir en cette nuit de détresse, tous levés, arc-boutés, dans l'attente d'une aube et d'une espérance enfin délivrée. L'émission que nous enregistrons aujourd'hui est diffusée le 20 novembre 2024 en hommage à l'opération Castor. L'opération Castor, lancée le 20 novembre 1953, est une opération militaire de l'armée française confiée au général Gilles et dont l'objectif était de s'emparer de la plaine de Dien Bien Phu. Il s'agit de la plus grande opération aéroportée de la guerre d'Indochine. La bataille de Dien Bien Phu commença 4 mois plus tard. Monsieur Delarbre, pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulée cette opération Castor? Bon, je passe très vite sur les réflexions, les hésitations, toutes les études, les controverses qui ont eu lieu avant l'opération Castor et la mise en place du camp retranché de Dien Bien Phu.
Cette opération Castor a débuté le vendredi 20 novembre 1953. Les unités aéroportées ont reçu le feu vert à 7h20 du matin. Parmi ces premières unités, le 6e BPC, le bataillon Bijard, et le 2e bataillon du 1er RCP du commandant Bréchignac. La veille, Bijard et Bréchignac avaient eu un entretien avec le général Baudet, commandant l'armée de l'air en Indochine. Et ce dernier leur avait dit « Si la météo se montre défavorable, demain matin, le saut n'aura pas lieu. » Quand ils sont arrivés au-dessus de Dien Bien Phu, pendant tout le trajet, il y avait des nuages. Les nuages encore, chose étonnante, l'éclaircie a eu lieu au moment où les avions sont arrivés au-dessus de Dien Bien Phu. Et comme l'a dit Bijard, que n'a-t-il plu ce jour-là? Que n'a-t-il plu ce jour-là? Ils sont tombés en plein milieu d'un bataillon Viet qui était en manœuvre. Les armes étaient dispersées, étaient tombées un peu partout. Il a fallu énormément de difficultés, notamment au lieutenant Allaire, pour retrouver ses mortiers. En même temps, les paras tiraient tant bien que mal, assiégés par les Viettes. Mais finalement, ils ont pris possession du terrain. Dans la même journée, dans l'après-midi, ont été parachutés le 1er bataillon de parachutistes coloniaux, 2 bataillons d'un régiment d'artillerie parachutiste et une compagnie de mortiers 120 ainsi qu'une antenne chirurgicale. Mais dès le premier soir, on évaluait les pertes à 15 morts, 34 blessés, 1 tué et 13 blessés au saut. Du côté Viet, 115 tués, 4 blessés capturés. Ce sont tout de même des pertes importantes. Le 2e jour, 21 novembre, saut du 1er BEP et du 8e BPC, ainsi que le PC du général Gilles. Et le 22 novembre, a sauté le 5e bataillon de parachutistes vietnamiens, le 5e Bawan. Au soir du 22 mai, 4195 hommes venaient d'être acheminés à Dien Bien Phu. Voilà, fin de l'opération Castor, et à ce moment-là, un début de l'installation du camp retranché. Le premier mort de Dien Bien Phu, il est important de le dire, est le médecin-capitaine Jean Raymond, responsable médical pour toutes les troupes aéroportées d'Indochine. Il a été touché avant même d'avoir atteint le sol. Les accrochages avec les Viettes, dès le mois de décembre, n'ont pas cessé. Ils étaient déjà aux abords du camp retranché. Et les pertes entre l'opération Castor et le 13 mars, début du déclenchement de la bataille, ont été les suivantes. 7 officiers, 19 sous-officiers, 120 hommes tués. 29 officiers, plus de 100 sous-officiers, 675 hommes blessés. Il me semble que cela aurait dû alerter le commandement et, en tout cas, donner crédit aux réserves qu'avait formulées aussi bien le général Elie, qui, après Dien Bien Phu, prendra le commandement du corps expéditionnaire, les réserves formulées par René Pleven lui-même, qui était averti des services, de ce que disaient les services de renseignement, qui était averti de l'acheminement d'artillerie par les Chinois, et les réserves émises par le général Fei Fai, qui commandait, qui était le chef d'état-major de l'armée de l'air, et qui avait dit très clairement que le général Navarre, pendant qu'il en est encore temps, c'était en janvier, devrait décrocher dès que possible.
C'est l'opération Castor. Je précise que le bataillon Bijard, puisque nous y sommes liés par le lieutenant Allaire, le 6e BPC rentré à Hanoï le 4 décembre, et il n'a pas arrêté de barouder dans le Tonkin, au Laos, et après la chute donc de Gabriel le 15 mars, il a été immédiatement rapatrié sur Hanoï. Les hommes du 6e BPC n'ont même pas eu le temps de prendre un peu de repos, immédiatement consignés, et on leur a dit le soir même, vous serez parachutés demain matin sur Dien Bien Phu. Quand ces hommes ont reçu cet ordre de se préparer, ils savaient qu'ils ne reviendraient pas. C'est aussi l'histoire qu'on retient des hommes qui ont sauté, pour certains qui n'avaient pas le brevet dans les derniers, qui savaient que tout était perdu, mais que jamais ils n'ont pensé à ne pas y aller. Pourquoi ? Pour les amis, pour les soldats, les frères d'armes, pour la patrie. Un peu pour tout ça, tout cela est vrai, vous avez raison. Il y a d'abord la fraternité des armes. Elle est très importante à Dien Bien Phu. Elle est toujours très importante d'ailleurs. C'est une chose que je crois il est nécessaire de rappeler à chaque cérémonie, la fraternité des armes et la transmission de l'exemple. Mais aussi je crois, et c'est un peu parler de la guerre d'Indochine en général, il y a eu 1940, un événement tragique, un effondrement de la France, une humiliation, un déshonneur, mais aussi des hommes qui ont profondément ressenti cette blessure dans leur âme et dans leur chair, et qui n'ont eu de cesse de vouloir redresser la France, redresser cet honneur. Ça a commencé déjà par ceux qui, en 1940, se sont battus comme des lions, et ils ont été nombreux, car les pertes allemandes ont été importantes. Il y a eu la résistance, bien sûr. Il y a eu tous ceux qui se sont engagés, qui étaient à Bir Hakeim, à Koufra, l'escadrille Normandie-Niémen, la campagne d'Italie, le débarquement de Provence, l'épopée de la 2e DB, de la 1re DFL. Il y a eu le bataillon de Corée. Les gens du bataillon de Corée avaient ce souci du redressement de la France, ancré en eux. Imaginez, au total, plus de 3400 Français vont combattre en Corée. La guerre de Corée, elle commence en juin 1950. Les Nord-Coréens franchissent la ligne de démarcation du 38e parallèle, y attaquent le Sud, mais évidemment la Chine est là. Et elle se terminera 3 ans plus tard, le 27 juillet 1953, l'armistice de Panmunjom. La guerre de Corée n'est pas terminée. Les pertes en Corée ont été gigantesques. 800 000 militaires coréens, du nord comme du sud. 57 000 pertes du côté des forces de l'ONU. 2 millions de victimes civiles. 2 millions de victimes civiles. Le bataillon français était commandé par le général Raoul Magrin-Verneret, dit Ralph Monclar, héros de Narvik, du Levant. Pour obtenir ce commandement, il n'a pas hésité à se dégrader, à se rétrograder de général à lieutenant-colonel. Le bataillon de Corée a été, mais d'un héroïsme incroyable. Il a fait l'admiration du monde entier. 3 citations présidentielles américaines, 2 citations présidentielles de la République de Corée, 1898 citations individuelles, des attaques à la baïonnette, des faits d'armes extraordinaires. Et puis il y a eu la guerre d'Indochine. Ce sont ces mêmes hommes ensuite qui se sont engagés dans l'Indochine. N'oublions pas, la Corée comme l'Indochine, c'était des engagés.
c'est-à-dire des gens qui donnaient tout d'eux-mêmes. En Indochine, des engagements de 2 ans, français comme vietnamiens, comme les Vietnamiens qui s'engageaient dans l'armée française, comme les Vietnamiens qui combattaient dans les unités vietnamiennes, des engagements de 2 ans. Et cette guerre, elle a été menée par de tels hommes. C'est pour ça qu'il y a eu, je crois, cette force d'âme à Dien Bien Phu, cette abnégation, cette fraternité et ce souci de combattre jusqu'au bout des dernières forces. La guerre d'Indochine, avant tout, ne l'oublions pas, ça n'est pas une guerre de soi-disant libération, etc. C'est une guerre contre la Chine. La Chine déjà envoyait des forces, elles ont été signalées par le général Salan déjà dans les années 50, 51, 52, 53. La Chine envoyait des forces à l'intérieur du Vietnam pour appuyer les forces communistes qui étaient un peu leur agent pour permettre à la Chine de retrouver sa souveraineté sur le Vietnam et les 3 pays d'Indochine. N'oublions pas le traité de Tin Sin en 1885, par lequel la France avait obligé la Chine à reconnaître la souveraineté du Vietnam. Il en était de même vis-à-vis de la Thaïlande pour le Laos et le Cambodge. La Chine a eu de cesse de reprendre pied en Indochine et particulièrement au Vietnam. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Ces 3 pays ne sont plus aujourd'hui des pays libres. Ils sont occupés politiquement, économiquement, culturellement par la Chine. La guerre d'Indochine n'est pas terminée. L'idée d'Indochine n'est pas morte. Le jour où ces 3 pays retrouveront leur liberté, Cambodge, Laos, Vietnam, le jour où la France, relevant la tête, reprendra sa marche au monde, cette idée d'Indochine renaîtra. Elle renaîtra dans l'amitié, dans la fraternité et surtout dans la liberté. Le maréchal Delattre a parfaitement résumé le sens de la guerre d'Indochine. Dans un discours à la jeunesse vietnamienne au lycée Chaslou Loba à Saigon le 11 juillet 1951, si vous me le permettez, je vais vous lire un extrait de ce discours. Soyez des hommes, c'est-à-dire, si vous êtes communiste, rejoignez le Viet Minh. Il y a là-bas des individus qui se battent bien pour une cause mauvaise. Mais si vous êtes des patriotes, combattez pour votre patrie, car cette guerre est la vôtre. Elle ne concerne plus la France que dans la limite de ses promesses envers le Vietnam et de la part qu'elle doit prendre à la défense de l'univers libre. D'entreprises aussi désintéressées, il n'y en avait pas eu pour la France depuis les croisades. Cette guerre, que vous l'ayez voulu ou non, est la guerre du Vietnam, pour le Vietnam. Et la France ne la fera pour vous que si vous la faites avec elle. Je crois que toute la guerre d'Indochine, tout l'effort consacré par la France en Indochine est défini dans ce discours. Je rappelle que le traité de Tin Sin est toujours en vigueur et qu'il revient à la France d'assurer, comme en 1954, l'indépendance et la souveraineté de ces 3 pays. Puisse un jour la France se relever de cette défaite de 1940. Puisse-t-elle retrouver l'occasion de relever la tête et de reprendre sa marche au monde, que depuis ces dernières années, il semble qu'elle est oubliée. J'aimerais revenir un instant sur quelque chose qui, je sais, vous tient à cœur. Vous l'avez à peu près évoqué. Puisque le 7 mai 1954, après 56 jours et 56 nuits d'affrontements ayant débuté le 13 mars de cette même année, il n'y a pas eu de drapeau blanc à Dien Bien Phu. Non, il n'y a jamais eu de drapeau blanc.
l'ordre a été donné aux troupes de cesser le feu à 17h30, de détruire auparavant armes et munitions. C'est ce qui s'est passé. Les fantassins ont détruit leurs armes, les cavaliers ont détruit leurs chars, tous les artilleurs ont rendu leurs canons inutilisables, et soudain le feu a cessé. Les Viets ont compris ce qui se passait et ils ont déferlé et envahi le camp. Pour être très précis, en réalité, les combats n'ont pas véritablement cessé à 17h30, car les points d'appui, c'était aussi une des choses incroyables dans l'organisation de ce camp. Les points d'appui étaient très éloignés les uns des autres. Et le point d'appui, Isabelle, je crois, si je ne commets pas d'erreur, tout à fait, n'a pas été informé du cessez-le-feu à 17h30, et les tirs ont continué, je crois, jusqu'au lendemain matin. Évidemment, la question s'est posée pour les hommes du 6 de ce que Bijard avait évoqué, la percée de sang. C'est-à-dire, avait-il dit, au cas où ça se passerait mal, et ce qui était fort probable, eh bien, nous tenterons une percée et nous chercherons à rejoindre les maquis des montagnes et le Laos. Pourquoi Bijard n'a-t-il pas tenté la percée de sang? Était-ce trop tard? Était-ce impossible? A-t-il eu des pressions? Je ne sais pas. Et le colonel Allaire, à qui j'avais posé la question, n'a pas pu me répondre vraiment de façon très précise. Alors, vous l'avez parfaitement évoqué, je vais reprendre le terme. Les forces du Viet Minh, commandées par le général Giap, submergent le corps expéditionnaire français, composé de diverses unités de l'armée française, des troupes coloniales et autochtones, et entraînent la chute de la ville et de sa plaine environnante. Cela contribue à accélérer les négociations engagées à Genève pour le règlement des conflits en Asie, Corée et Indochine. Vous y avez partiellement répondu, mais je vous pose la question quand même. Comment vous analysez l'épilogue de cette bataille et ses conséquences sur la sphère internationale? Mais d'abord, parlons des négociations de Genève. Les accords de Genève n'ont pas tenu, bien sûr. Ils ont été signés le 20 juillet 1954. Je rappelle que les États-Unis et l'État du Vietnam, que la France avait créé, qui était là depuis 1949, Bao Dai au pouvoir, n'ont pas signé la déclaration finale. Le Vietnam a été partagé en deux zones de regroupement militaire le long du 17e parallèle, nord et sud. Les négociations se sont faites bien plus avec les Chinois qu'avec le Viet Minh, qui n'était pas très content. Et il y a eu armistice et cessez-le-feu. Donc, c'est la seule chose concrète finalement qui est résultée de ces accords, l'armistice et le cessez-le-feu entre l'armée française et le Viet Minh et les forces chinoises, car le Viet Minh existait par l'appui chinois. Donc ces accords de Genève prévoyaient le retrait des troupes françaises, le partage du Vietnam et un référendum en vue d'une réunification. Ce référendum n'a jamais eu lieu. Refus des États-Unis, refus du nouveau président vietnamien du Sud, président Diem, et d'où ensuite la guerre du Vietnam. Les Américains n'attendant qu'une chose, c'est que les Français aient franchi la porte. Il y avait une commission internationale de contrôle, je rappelle, la Pologne représentait le camp socialiste, l'Inde le camp neutre, et il faut l'indiquer, le Canada représentait le camp occidental. C'était la première fois que le Canada apparaissait sur la scène mondiale comme force de paix.
Qu'en est-il sur la scène internationale? Évidemment. Bon, d'abord, disons que le gouvernement Laniel a été renversé. Le gouvernement Mendes France donc, a pris la suite et a accéléré les négociations. Il faut reconnaître qu'il le savait d'ailleurs, il fallait se dépêcher pour que le maximum de prisonniers puissent être sauvés. Savait-il quels étaient les mauvais traitements que subissaient les prisonniers? Très certainement, mais c'était leur première préoccupation. Donc, au moins ça, c'était un résultat concret. Au moins ça, il fallait absolument que les prisonniers soient libérés au plus vite. Sur le plan international, évidemment, ça n'a pas été facile pour l'image de la France. La France a dû faire face, il faut ne pas oublier, aux millions de personnes qui sont passées du nord au sud pour fuir l'arrivée des communistes, l'installation des communistes à Hanoï. Il a fallu rapatrier les troupes, donc tout ça se l'est fait jusque dans le cours de l'année 1955. Et dans la foulée, je ne crois pas que ce soit un hasard, déclenchement d'une insurrection en Algérie en novembre 1954, la conférence de Bandung peu après, ce qu'on a appelé le tiers-monde, l'apparition de l'expression tiers-monde, et le début des grandes phases de ce qu'on a appelé d'un terme impropre décolonisation, et la multiplication des indépendances dans un désordre. Eh bien, Monsieur Delarbre, au vu de ce que nous avons analysé ensemble, et devant ce drapeau qui nous fait grâce depuis le début de cette entrevue, dont je vous laisserai bien entendu dire quelques mots, quelle serait pour vous la conclusion de cette entrevue, l'analyse de cette guerre d'Indochine et le résultat, aujourd'hui, de celle-ci? Je vous dirais, ce qui est important, gardons le souvenir des soldats de Dien Bien Phu, soldats de l'Union française. Et je crois que cette expression ne doit pas appartenir au passé. Elle doit être peut-être une définition pour un nouvel avenir de la France. Gardons le souvenir de tous les combattants morts aux côtés des soldats français pour la liberté, et je pense en particulier à nos amis Hmong. Gardons le souvenir des Vietnamiens, des Laotiens, des Cambodgiens, des peuples d'Indochine, depuis 1954, par centaines de milliers, fusillés, morts sous la torture dans les prisons et dans les camps d'extermination, massacrés lors de la traversée du Mékong. Gardons le souvenir de ces hommes, de ces femmes qui jamais n'ont cédé, jamais n'ont plié, jamais n'ont vendu une part ni de leur terre ni de leur âme. Gardons le souvenir et transmettons l'exemple de ceux qui sont morts et de ceux qui meurent pour une Indochine libre. Gardons le souvenir, transmettons l'exemple de ceux qui sont morts et de ceux qui meurent pour que vive la France. Quant à la présence de ce drapeau avec nous, pouvez-vous nous raconter son histoire? Eh bien, écoutez, je suis toujours membre d'une association, l'Union nationale des parachutistes, et faisais partie des membres de la section La Grande Aviatrice, infirmière parachutiste Rosemée de la Besse. Elle était présidente
de l'association amicale des forces féminines françaises. Peu à peu, les membres de son association sont décédés. Il y a 3 ans, son porte-drapeau est décédé et je crois qu'elle savait qu'il lui restait quelques mois à vivre. Elle m'a légué ce drapeau et il ne me quittera pas. Monsieur Delarbre, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette entrevue pour notre émission Parlons-en. Et justement, parlons-en de cette bataille de Dien Bien Phu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président.